Que s'est-il passé sur le fonds France d'indépendance AM en mai 2025? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans ce rapport de gestion publié en juin 2025. Pensez à vous abonner, activer la cloche. On commence tout de suite avec ce rapport. Je vous ai mis ici les principaux chiffres et les principaux commentaires du rapport de gestion qui est téléchargeable sur le site d'Indépendance AM. On voit que on a bien performé ce mois-ci, 8,6%. C'est pas mal. Le mois dernier, on était à moins de 2%. Donc, on surperforme par rapport à l'indice CAC Mid et Small, qui est l'indice de référence. Pareil, en year to date, 18,4% exceptionnel, contre 10% pour le CAC Mid and Small, donc c'est très bien. Depuis la création, on atomise le fonds, donc l'indice de référence, on est à 4680%. Donc, on est sur une stratégie qui marche dans la durée, mais on le savait. Commentaire de gestion pour le mois de mai. Les valeurs de défense ont évidemment permis de tirer la performance du fonds. Comme les valorisations commencent à être tendues, ils ne sont pas bêtes, ils commencent à alléger leur position sur la défense, mais ils ont bien profité de ce momentum qui a du coup boosté la performance du fonds. Et du coup, ils se renforcent en Metlen, l'entreprise minière grecque. Donc, la valorisation est faible d'après eux. Moi, j'ai du mal à trouver une décote et j'ai un peu regardé le rapport annuel. On va aller voir ça après, mais j'ai pas trouvé de décote substantielle. Après, je me trompe peut-être dans l'analyse, c'est fort probable. Si vous en savez plus, dites-moi en commentaire. On regarde un peu les ratios. Ce qui est bien avec Indépendance AM, c'est qu'ils sont transparents sur toutes leurs positions et sur les valorisations qu'ils ont dans le portefeuille. Donc, en cours sur actif net, on va prendre la valeur plutôt médiane pour ne pas être biaisé. On en est à 1,3 fois. Bon, il n'y a pas de décote sur capitaux propres, par exemple, mais bon, 1,3 fois, c'est pas si cher que ça. Et puis, ils sont loin ils sont loin du benchmark. Pareil pour, là, ils se sont trompés, c'est un moins 42,1%. En PE, ils sont à 10,5 contre 16,4 face au benchmark. Donc, pas mal aussi. C'est des décotes substantielles. En rendement du dividende, pas beaucoup de décalage, mais c'est pas un critère de valorisation très très pertinent, le dividende. Donc on reste value, évidemment, sauf que ça commence à monter un petit peu. On reste value, mais c'est limite, parce que pour moi, value sur le ratio cours-bénéfice, c'est en dessous de 10. Là, il commence à être un peu cher, donc le fonds, et c'est pour ça qu'à mon avis, ça allège globalement, en fait, surtout sur les valeurs de la défense. Allez, les principales variations. On a, voilà, les 3 premières positions, c'est de la défense. Théon International, Indra Systemas, Rheinmetall, entre 25 et plus de 30% de performance. Bon, voilà, on est tiré par la thématique défense. Je pense que comme les multiples commencent à se tendre, ils s'allègent un petit peu. On a Técnicas Reunidas, qui est une sorte de Technip, c'est le Technip espagnol. Bonne performance. Trigano, bon T1. Également, Trigano, ils ont quand même beaucoup souffert sur le deuxième semestre 2024. Ça commence à repartir un petit peu. Sur la sous-performance, on a Esso, Covivio Hôtel, Bassac, Téléperformance et Coface. Rien à signaler sur les trois, sur Covivio, Bassac et Téléperformance. Téléperformance, c'est vraiment des volatilités, c'est des variations standards en fait, malheureusement, mais le titre est volatile. Sur Esso, la news qu'il y a, c'est que ExxonMobil veut vendre sa participation parce qu'ils en ont marre de s'embêter avec ce dossier en France qui a gagné beaucoup d'argent sur 2022-2024. Maintenant que les marges de raffinage normalisent, c'est moins le cas. Et donc, ils sont surtout embêtés par les minoritaires qui veulent pas se faire exproprier à vil prix. Coface, mauvaise publication, légère sous-performance, mais rien de très grave. Sur un mois, c'est pas significatif. Les principales positions, alors ici, les pondérations changent, mais elles peuvent être affectées d'une part par des allègements ou des renforcements, mais aussi par le changement, globalement, la variation d'autres titres. Donc, il ne faut pas prendre ces principales positions avec des pincettes. Ce qu'on remarque, c'est que Dassault Aviation, quand même, a bien baissé. Donc, je pense qu'ils sont quand même allégés, comme il disait. On a aussi Rheinmetall qui remonte un petit peu. Mais ça, c'est grâce, à mon avis, à la surperformance. Et à mon avis, ils n'arrivent pas à vendre assez vite pour que la position relative diminue. C'est curieux, mais je pense que c'est comme ça que ça se passe, c'est que ils ont beau s'alléger, ils ne s'allègent pas assez vite pour que Rheinmetall reste numéro 2 dans le portefeuille, avec une valorisation qu'on va voir après qui est quand même exorbitante. Technip est maintenant leur première position, et c'est un titre que j'apprécie, que j'affectionne tout particulièrement. Je ne suis pas actionnaire, mais j'aime bien le modèle d'affaires. On est BF1 négatif, en plus on est dans l'énergie.
Après, on va dépendre de la dépense en capital, évidemment, des clients qui sont dans, du coup, les pétroliers et les gaziers. Donc, voilà, ça va dépendre aussi du cours du baril, là. Elis qui passe en 3e position, mais à mon avis, rien de significatif. Via les compagnies, ça monte un petit peu. Donc, alors, vu que la position, si on a vu ici la position, alors peut-être qu'on a fait moins de 20%, enfin plus de 20% ici, je ne sais pas. Mais pour que ça monte autant, peut-être qu'ils se sont renforcés. Ils ne l'ont pas indiqué en tout cas. Nexens, pareil, je pense que c'est simplement la variation des autres positions qui font qu'on baisse un petit peu. Score, Score ça bouge pas. Dassault Aviation, on s'est allégé, je pense, hein. Coface, je pense qu'ils se sont allégés également, vu la variation qu'il y a ici. Metlen, ils ont indiqué qu'ils se renforçaient, donc c'est le cas. Et Groupe Guillain, on ne bouge pas. Bon, voilà. On va aller regarder tout de suite le tableau que je vous ai préparé. On a, comme d'habitude, le symbole de cotation boursière, le nom d'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, valorisation par rapport au flux, valorisation par rapport aux actifs, rendement des capitaux investis, rendement des fonds propres, endettement, rendement du dividende, rendement de l'actionnaire, free cash flow, bénéfice net et payout ratio. Première position. Donc là, on va attaquer la section plutôt principale position. La principale position en termes de market cap, hein, c'est pas là par rapport aux pondérations, hein. Ici, c'est trié sur market cap. La première, c'est Rheinmetall. Du coup, en termes de market cap, on est presque près des 100 milliards de dollars. 9% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. Les multiples, vous voyez, hein, c'est quand même exorbitant et ils sont pas du tout à l'aise avec ces multiples-là. C'est évident. Donc, ils commencent à s'alléger et raison. La rentabilité est bonne après, hein, 17,3%, c'est bien mal, hein, vraiment les capitaux investis. 0,5 en termes de dette nette sur EBITDA, on n'a pas de dette quasiment. Le dividende, vraiment du dividende, c'est ridicule, mais c'est normal, l'action est tellement chère que ça rapporte rien en rendement. Bon, et payout ratio qui est soutenable à ce niveau. Donc Rheinmetall, voilà, si vous l'aviez eu, enfin si vous en avez, maintenant il faut vraiment s'alléger parce que ça commence à être très cher. Dassault Aviation, c'est un peu le même topo dans une moindre mesure, cela dit. On est à 27 milliards de market cap, décroissance en rythme annualisé sous 5 ans, mais ça évidemment, et la croissance elle est devant nous, le carnet de commande il est plein pour Dassault Aviation. Les multiples, alors ils sont pas si chers que ça, ils sont pas value, ils sont pas raisonnables, mais ils sont pas non plus exorbitants, comme Rheinmetall. Mais ça commence quand même à se tendre aussi. À noter que Dassault Aviation, donc on est cash net, hein. Après, c'est pas leur cash à eux, c'est les acomptes qui touchent pour réaliser les Rafales et compagnie. Donc, ce cash, il génère des intérêts, mais on ne peut pas le rendre en intégralité aux actionnaires. Ils ont une participation aussi à un Thales, donc il faut valoriser en fait la boîte aussi par rapport à ses actifs. Il y a pas là, ils mettent qu'il n'y a pas de décote, mais il faut aller analyser dans le bilan en fait par rapport aux actifs. Mais je pense que ça reste quand même surévalué maintenant. Le rendement des capitaux investis, il est biaisé par le cash, en fait, qui est ici. Bon, si on regarde un rendement des fonds propres, on a 15,3%, ce qui est tout à fait correct. Rendement du dividende, 1,6%. C'est pas énorme, mais c'est à cause de la cherté de l'action, en fait. Mais aussi, ça tient du fait qu'ils sont pas très généreux avec les actionnaires, hein. Payout ratio à 28,7%, c'est pas exceptionnel. On pourrait être plus généreux avec les actionnaires. Bon, Dassault Aviation, moi, je pense que c'est maintenant un peu trop tard pour rentrer sur ce dossier. Avant de continuer, si jamais vous cherchez des support d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran. On continue avec Metlen. Donc Metlen, pour moi, c'est une intrigue parce que les métriques qui sont affichées ici, elles ne sont pas value. Je suis allé regarder dans le bilan. Au niveau des actifs tangibles, on a 2,5 milliards d'actifs tangibles. Donc, comparé à la market cap, il n'y a pas de décote. Voilà. Intrigué par ce dossier. Si vous voyez une décote ailleurs que je ne vois pas, et que en fait, peut-être que je me trompe, et très certainement je me trompe, je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire. En tout cas, on est sur 7,3 milliards de dollars de market cap. C'est une entreprise qui est grecque, qui est dans qui est dans les métaux. 20,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Énorme croissance. Est-ce que c'est organique? Est-ce que c'est externe? Est-ce que c'est en volume ou en prix? Il faut aller regarder ça. Les multiples, ils sont free cash flow négatif déjà. Bon, voilà, non, c'est pas très grave. Mais en VE sur EBITDA, on a 10,3. C'est raisonnable, mais c'est pas value. Et en PE, on a 11,4. Pareil, c'est raisonnable, mais c'est pas value pour moi. Donc, après, le fonds Indépendance AN et William Bigons, lui, il utilise un multiple qui est le cours sur marge d'autofinancement, de mémoire, sur capacité d'autofinancement. Donc, peut-être qu'en faisant ce calcul-là, on trouve une décote. Je ne l'ai pas fait ce calcul, mais si vous connaissez la valeur de ce multiple, je suis curieux de l'avoir. Pas de décote du coup sur actifs. On est à 9,4 en rendement des capitaux investis, ce qui me semble pas mal, hein, pour une entreprise industrielle. 2,7 en termes de dette nette sur EBITDA. On est quand même proche de la limite en plus, hein, à 3 fois les EBITDA en dette nette, ça va être un peu lourd, hein. 3,3% en rendement du dividende, ça c'est pas mal. Un payout ratio qui est au-delà de 100%, puisque c'est payé à crédit. Bon, Metlen,
Voilà, potentiellement, il y a une décote qui est cachée, qui est pas apparente dans les chiffres ici. Technip Energy, j'aime bien cette boîte, 6,9 milliards de market cap, 3,1% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Croissance organique, bon là aussi la période post-pandémie qui a impacté la croissance. Maintenant, il n'y a pas une énorme croissance, 6% de VE sur EBITDA, 6 fois la VE sur EBITDA, pardon, 16,5 en PE, mais on a 6,8 en price to free cash flow. C'est plutôt une entreprise qui génère du flux, et comme elle a BFR négatif, en fait, elle est financée par ses clients, donc elle n'a même pas besoin d'injecter du cash pour faire la croissance. Donc ça lui permet de dégager du free cash flow et d'avoir un multiple de free cash flow qui est très bas. 8,9 en rendement des capitaux investis, plutôt pas mal. Maintenant, normalement, c'est pas capital, ouais, ça doit être capital intensif quand même, vu le secteur, mais la rentabilité est bonne, mais pas exceptionnelle. On est cash net, évidemment, mais c'est pas notre cash, hein, donc voilà. Alors, ça génère des intérêts, après, c'est pas si mal. 2,5 en termes de rendement du dividende, de 2,5%, 3% en rendement de l'actionnaire. Donc, il y a des rachats d'actions. Est-ce qu'elles sont annulées, ces actions? Il faut les vérifier. Payout ratio à 25%, on pourrait être plus généreux. En tout cas, je pense qu'ils vont l'être un peu plus à l'avenir, hein, puisqu'on a vraiment les moyens de monter ce dividende sans problème. Donc, bon dossier, hein, technique, j'aime bien. Elis, on est donc du coup sur la blanchisserie industrielle, 6,4 milliards de dollars de market cap, 7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est pas de la croissance organique, eux ils font de la croissance externe, hein, ça tient au modèle d'affaires de la boîte, qui est en fait du service, donc ils ont besoin, enfin, ils peuvent faire de l'expansion organique en ouvrant des centres de blanchisserie, etc. Mais ils rachètent des concurrents aussi pour mailler le territoire et faire de la croissance du coup externe. Donc, bonne petite croissance globale quand même. 6,5 en VE sur EBITDA, c'est quand même pas très cher, hein. On est à 20 en PE, on a 10,4 en price to free cash flow. Il passe beaucoup de dépréciation amortissement, du coup, c'est plutôt le multiple de PE, de price to cash flow qu'il faut regarder. Je trouve que c'est quand même value, hein, c'est multiple, donc pas mal. On est à 6% en rendement des capitaux investis, ça c'est pas exceptionnel, hein, quand même. Donc, il pourrait un peu monter la rentabilité. 2,2 fois les l'EBITDA en net, ça c'est le reliquat. À chaque fois qu'ils font des acquisitions, il y a la dette qui monte. Là, je pense, je sais pas s'ils ont de la capacité dans le bilan pour faire des nouvelles acquisitions, parce qu'il y a je sais pas quelle est leur limite en fait. Est-ce qu'ils ont des covenants sur la dette? Est-ce qu'ils ont une limite à 3 fois les l'EBITDA, ou est-ce que c'est plus que ça? Il faut aller voir. 1,9% de rendement du dividende, c'est pas exceptionnel. 1,5 en rendement d'actionnaire, donc il y a potentiellement un peu de dilution. 30% de payout ratio. Voilà, on pourrait le monter quand même, ce dividende un petit peu, sauf que les free cash flow sont bien plus élevés que les bénéfices nets. Donc Elis, moi je trouve ça pas mal. Il faudrait qu'il monte un peu la rentabilité quand même. Score, donc moi je suis à l'écart des assurances, hein. J'aime pas trop les assurances, parce qu'il faut aller évaluer le bilan, il faut aller évaluer les polices d'assurance. Donc ce Score, c'est de la réassurance après, mais il y a des polices de réassurance, j'imagine. Donc moi je suis pas actuaire, donc je sais pas évaluer ça. 5,8 milliards de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. Le multiple le plus pertinent, normalement, c'est le price earning, mais il n'y a pas de bénéfice. Bon, difficile d'évaluer cette boîte. Et ce qu'on veut sur Score, c'est des cotes sur actifs tangibles. Parce que justement, le bilan n'est pas très compréhensible. Il n'y a pas de décote sur actifs tangibles, donc moi, je suis plutôt à l'écart de Score. Nexans, bon petit dossier pour profiter de la thématique électrification. On est sur un producteur de câbles électriques. On est à 5 milliards de dollars de market cap. Donc ça commence à être une grosse mid-cap quand même, hein. 5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. À mon avis, la croissance maintenant est devant la boîte, puisque il y a de lourds investissements dans l'électrification. On est à 7 en VE sur EBITDA, c'est pas très cher. 18 en price earning, 12,3 en price to free cash flow. C'est une boîte qui, à mon avis, maintenant fait plutôt de la croissance externe, je pense. En croissance organique, ça ne va pas être exceptionnel. En tout cas, ils n'ont pas besoin de réinjecter du cash. Les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. On a un rendement des capitaux investis de 12,5%, c'est très bien pour une boîte industrielle quand même. 0,9 fois les l'EBITDA en dette nette, pas trop endetté. 2,6% de rendement du dividende soutenable avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Il pourrait monter ce dividende, hein, de plus, à mon avis. Donc, Nexans, bon petit dossier, hein, ça c'est pas mal aussi, hein. Coface, assurance export, pas l'écart, j'aime pas les assurances, mais bon, on regarde quand même. 2,8 milliards de dollars de market cap. Croissance du chiffre d'affaires avec manualisé sur 5 ans, c'est pas mal. En PE, on a 10,2. Donc c'est pas si mal. Pour une assurance, pour une financière, on va être en dessous de 10, parce que c'est mature et qu'il y a quand même pas mal de risques sur les financières. On n'a pas de décote sur actifs tangibles, donc pas de marge de sécurité à ce niveau. Rendement des fonds propres à 11,7%. C'est pas exceptionnel, hein, pour une financière, et il y a beaucoup de leviers sur ces financières. Je trouve ça pas exceptionnel, hein, cette rentabilité. Après, vous avez un lot dividende, hein, 8,6% de rendement du dividende, qui est c'est un payout ratio de financière, quoi, hein. Donc on dégage, on rentre tout le cash quoi, qu'on génère. Donc Coface pour le dividende, pourquoi pas. Mais bon, moi je suis plutôt à l'écart de ce secteur. Ensuite, on est sur Vielle et compagnie. Alors,
on est à 1,1 milliard de dollars de market cap. Donc eux, ils font c'est en fait une boîte qui a des participations plutôt orientées marché financier, donc ils ont bourse directe. Ils ont aussi, une boîte en Suisse qui fait du courtage de mémoire ou qui opère aussi sur les marchés financiers. Ils ont 3 grosses participations et en fait, pour la valoriser cette boîte, il faut aller regarder les participations et en fait, ce qui est affiché ici, c'est pas bon. Il faut réévaluer les participations de la boîte et vérifier. Il y a une décote, en fait. Elle est encore très décotée, la boîte, par rapport à ses actifs, à ses participations. Donc là, vous n'aurez pas la réalité des chiffres ici. Bon, en PE, c'est à moins de 10, donc ça, c'est bien. Et en rendement des fonds propres à 25%, c'est assez exceptionnel quand même, hein. Rendement du dividende, 3%, ce qui est pas mal. Vous avez peut-être un peu de dilution, il faut vérifier si ces actions elles sont nouvellement émises ou sorties d'autocontrôle. Via les compagnies, je pense que c'est pas mal, hein, ça se regarde après. Il faut aller creuser plutôt dans le rapport annuel ou dans le dernier rapport où on a le bilan pour voir quelle est la nature de la décote des actifs réévalués. Gila, j'aime bien. Petite boîte familiale, c'est un secteur qui est cyclique, mais plutôt défensif, qui est la consommation non discrétionnaire. 638, dans la consommation non, c'est l'emballage alimentaire. Donc, du coup, c'est consommation non discrétionnaire. 638 millions de dollars de market cap, 6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc, ils font de l'organique et ils font de la croissance externe également. 5,2 en VE sur EBITDA, c'est quand même pas cher. 10,3 en price earning, c'est raisonnable. Il y a une dépense en capital élevée à mon avis, mais ponctuelle, hein, parce que ils ont là des free cash flow plus bas que les bénéfices nets, mais je pense que c'est pas structurel. Donc bon, la valorisation est raisonnable. On est à 7,8% en rendement des capitaux investis, ce qui est plutôt convenable. Quasiment pas de dette au bilan, c'est bien. 3,3% en rendement du dividende, la même en rendement de l'actionnaire. Les payout ratio, il a 34%, mais les free cash flow sont 2 fois moins élevés que les bénéfices nets. On est plus à 70%. Mais l'année prochaine, je pense que les free cash flow vont revenir. Donc Guilain, moi j'aime bien aussi. C'est une petite société familiale, pas très cher payée. Donc ça, c'est pour les principales positions. Allez, on passe sur la surperformance. Indra Systems, ça c'est un dossier que j'avais dans le portefeuille de mon club d'investissement. On a chopé une bonne plus-value là-dessus. C'est une boîte espagnole alors ici ils mettent IT Services, mais en réalité c'est une boîte qui opère surtout dans la défense. 7,4 milliards de dollars de market cap, 8,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Bonne croissance et carnet de commandes qui se remplit, donc la croissance est devant la boîte aussi. Les multiples commencent à se tendre. Donc là, moi je pense que c'est trop tard, hein, pour cette boîte aussi. Là, ça commence à devenir trop cher et c'est trop cher pour le fonds d'indépendance AM, hein, ça c'est sûr. Alors, moi, des capitaux investis, quand même, c'est pas mal, hein, 17%. Cash net, le rendement du dividende est faible, mais la valorisation est élevée, mais aussi le payout ratio est faible, hein. C'est pour ça que le rendement du dividende n'est pas exceptionnel. Mais après, ça peut monter sans trop de problème. Indra Systems, à mon avis, c'est trop tard. Ensuite, on est sur Trigano, donc là, plutôt on est camping-car, 3 milliards de dollars de market cap, 11% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Il y a eu un trou d'air, je crois, l'année dernière. Maintenant, ça commence à se reprendre plutôt pas mal. Ils ont racheté une participation une activité de Beneteau, je crois, hein, de Beneteau, si je ne me trompe pas. 6,7 en BE sur EBITDA, pas cher. Moins de 10 en PE, c'est pas cher. 13,9 en price free cash flow. Bon, il faut regarder la tête des free cash flow. Est-ce que globalement, ils sont équivalents au bénéfice net ou au-dessus? Il faut regarder. C'est pas cher, hein, c'est pas cher, Trigano. On est à un rendement des capitaux investis à 12,2%. Bonne rentabilité, 0,2 fois les EBITDA en net. C'est bien, pas trop de dette, pas de dette quasiment. Rendement du dividende à 2,6% avec un payout ratio à 22%, mais les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. Bon, on a quand même les moyens d'augmenter ce dividende sans trop de problèmes. Je pense que Trigano, ça va se reprendre quelque peu. Là, ils étaient sur un bas de cycle. Ils sont pas trop mal positionnés. Ils sont quand même plutôt leaders en Europe. Donc, il n'y a pas de raison, hein, que ça ne rebondisse pas assez fortement, Trigano. Théon International, eux, ils font comme la boîte française qui fait Exosense, qui fait des lunettes de mémoire de vision nocturne. 2,4 milliards de dollars de market cap. Énorme croissance. On va être manualisé sur 5 ans. Bon, assez exceptionnel. Donc là, les multiples, ils sont tendus quand même. Je me demande ce que ça fait dans le fond d'indépendance à AM, mais c'est possible qu'il ait eu à des multiples beaucoup plus bas que ça, hein. Bon, là, c'est trop cher. Après, rentabilité exceptionnelle, cash net, etc. Mais bon, trop cher. Donc, plutôt à l'écart maintenant le Théon International. Technicas Reunidas, donc ça, c'est comme Technip, en Espagne. 1,8 milliard de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. Donc, il faut regarder sur les quelques dernières années ce qui se passe. Est-ce que ça reprogresse? On a 5,1 VE sur EBITDA quand même, c'est pas cher, hein. Vraiment pas cher. 16,8 en PE, on n'a pas le chiffre sur le cash flow, il faudra regarder séparément. Je pense que c'est pas, voilà, c'est value.
comme dossier, 11% de rendement des capitaux investis, c'est pas mal. Cash net, c'est pareil, hein, c'est pas forcément leur cash, eux, ils sont à BFR négatif également. Donc, c'est le cash qui est fourni par les clients pour exécuter les contrats. Mais ce cash-là, il est placé en trésorerie, donc il génère des intérêts, ce qui augmente le résultat financier. Donc, Technicas Reunidas, c'est pas mal aussi, hein, c'est comme du technique. Moi, je pense que ça se regarde. Allez, section sous-performance maintenant. Alors, ils ont du Covivio, c'est une boîte qui gère des hôtels, 6,5 milliards de dollars de market cap. Stagnation en rythme annualisé sur 5 ans du chiffre d'affaires, les multiples sont exorbitants. Donc là, en fait, il y a une mauvaise publication et ça a tout de suite fait monter les multiples en flèche. Donc moi, je pense que là, il se ferait mieux de se désengager. Maintenant, vous avez 20% de décote sur actifs tangibles. De quoi il s'agit? Probablement d'immobilier, donc il faut aller regarder. Ça peut jouer dans une optique plutôt value cyclique. Mais comme c'est de l'immobilier, moi, je suis plutôt à l'écart. En Europe, l'immobilier est quand même un peu trop cher, vu le niveau des taux, plutôt à l'écart. Après, le rendement du dividende est à 7%, avec des cash flows bien plus élevés que les BFIS net. Donc là, c'est intéressant, mais attention j'ai l'impression qu'il y a une forte dilution sur le dossier, hein. Donc là, il y a beaucoup d'actions qui sont remises en circulation. Il faut voir, est-ce qu'il y a eu des nouvelles actions qui ont été créées? Dans ce cas, plutôt à l'écart, hein. Donc Covivio, je n'aime pas ce dossier. Pour Téléperformance, je vous ai bien gavé avec ce dossier sur la chaîne. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers les vidéos. Je vous rappelle que en juin, il y a les Capital Market Days. Donc, ça sera couvert sur la chaîne. Et enfin, au moment où je publierai cette vidéo, ça sera déjà publié sur la chaîne. Je vous renvoie les Capital Market Days, donc la vidéo sur ce sujet. Pour en savoir plus sur Téléperformance. Mais en tout cas, je ne suis pas surpris que Egon soit sur le dossier. Lui, il ne regarde pas si on a des actifs tangibles. Il regarde plutôt les valorisations en termes de flux et pour payer les performances. En termes de ROE, en termes de valorisation, ça correspond à ces critères, hein. Donc, c'est normal qu'il en ait, en fait, hein. Je ne suis pas surpris. ESSO, donc ça, c'est une situation, un dossier situation spéciale qui est en train de se résoudre. ExxonMobil va céder sa participation. Ils en ont marre de gérer le dossier avec des petits porteurs un peu activistes. Vous avez beaucoup de cash au bilan. Et la question, ça va être maintenant, à combien va être sortie la boîte de la cote? Je pense que peut-être que c'est un peu trop tard maintenant pour investir sur le dossier. D'un point de vue multiple, ça s'investit, hein. Vous êtes à 5,9 en BE sur EBITDA, 3,8 en price to free cash flow, c'est complètement value, décote de 10% sur actifs tangibles. Bon, vraiment, les capitaux investis est faible à cause des marges de raffinage qui ont bien baissé, mais voilà, vous avez un dividende qui est exceptionnel. Enfin, le niveau vraiment du dividende est exceptionnel parce qu'il y a eu un dividende exceptionnel. C'est pas dit qu'il y en ait des nouveaux. Donc tout ça, plutôt une situation spéciale à creuser plus en détail. Et enfin, on est sur Bassac dans l'immobilier. Eux, ils font la promotion immobilière, 1,1 milliard de dollars de market cap et 8,2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Pas mal, hein, dans un secteur qui est en difficulté. On a 8,7 en VE sur EBITDA. Bon, ça a un peu monté, hein, quand même. C'est pas si value que ça, mais c'est raisonnable. 6,2 en rendement des capitaux investis, pourquoi pas, c'est correct, on va dire. 1,4 fois l'EBITDA en dette nette, pas si mal, alors qu'on est vraiment en bas de cycle. Un rendement du dividende à 1,7%, avec un payout ratio à 30%, qui est à peu près à ce niveau-là en termes de free cash flow. Ouais, ça pourrait augmenter. Bon, c'est pas un secteur que j'affectionne particulièrement. Dans toute cette liste, moi, si je devais en garder, je prendrais Technip, je prendrais Elis, je prendrais Nexans, je prendrais Groupe Dila, je prendrais Technicas Reunidas, Téléperformance, évidemment, mais je suis actionnaire, mon avis est biaisé, et je pense que c'est tout. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.